de la direction d'un État. Vous voyez? Et donc, si vous renoncez à tout cela et vous rentrez dans des bassesses qui consistent à ne considérer que votre ventre, votre ego, votre personnalité, votre nom, eh bien, ça veut dire que vraiment vous n'êtes pas un humain et vous méritez justement la rigueur de la loi, bien sûr. Luc Abaki, les accusations quand même à son encontre sont graves, entre autres tentatives de déstabilisation. Quel sort lui est réservé à l'ancien président? Quelle peut être la suite des événements après donc cette arrestation? Non, c'est forcément un procès. C'est forcément un procès, et le procès, c'est ce que j'ai dit à l'instant, le procès doit permettre de faire éclater la vérité. Si tout ce qui a été dit contre le colonel Paul-Henri Damiba n'est pas avéré, il a toute la latitude à cette occasion-là de s'exprimer clairement et de dire avec plus de précision ce qu'il en sait et ce qu'il n'en sait pas. Et à l'occasion, nous aurons l'occasion d'apprécier la pertinence de ses arguments, en tout cas de sa part de vérité. Vous voyez? Mais s'il est avéré véritablement qu'il est complice ou auteur, voilà, des plans de déstabilisation, il s'agit là des actes criminels, puisque à travers ces actes, il y a eu mort d'hommes. Il a été avéré qu'il est complice avec les terroristes. Et vous savez tout le travail de sabotage que les terroristes font dans les pays du Sahel, et notamment au Burkina Faso. Et donc, ça veut dire qu'il doit pouvoir comprendre que autant il a décimé les vies humaines au Burkina Faso, autant sa vie ne pouvait pas avoir une préséance sur la vie des autres. Voilà. Et plus largement, que nous dit cette affaire sur la difficulté peut-être des transitions politiques aujourd'hui sur le continent, transitions dans les pays dirigés par des militaires? Non, je ne crois pas qu'il y ait eu un problème, particulier de direction des transitions. Au contraire, même dans les pays du Sahel, aujourd'hui, nous considérons que c'est un leadership modèle et qui est tout à fait inspirant. La preuve en est que nous consacrons beaucoup d'émissions sur la gouvernance dans les pays du Sahel, parce que à travers ces dirigeants-là, il y a eu une certaine restauration des valeurs identitaires africaines. Il y a justement un travail de fond qui montre que effectivement l'Afrique regorge des talents qui sont capables d'exhumer les qualités, les valeurs, les vertus inhérentes à la nature humaine. À même moment, les tentatives de déstabilisation sont persistantes. Absolument, il faut bien comprendre. Et je pense qu'on a déjà décrit cela pour dire que ce travail de fond qui est en train de se faire et qui est en train d'amener les États africains à s'affranchir justement du joug des impérialistes ne peut pas être salué par ceux-là qui tirent profit de l'instabilité qui règne dans nos États. Vous voyez? Et donc, c'est clair que les puissances occidentales vont toujours conspirer, ils vont faire un travail de sabotage, un travail rigoureux en s'appuyant sur des complicités internes en vue d'empêcher justement cette vision de se dérouler. Parce que si elle se déroule et les États africains se construisent, finissent par se stabiliser et pour devenir des puissances, ça veut dire que les impératifs réalistes qui tirent profit de cette situation ne vont plus avoir droit de citer. Ils ne vont plus avoir la marge qu'ils ont toujours eue. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un que les ressources qui alimentent les économies occidentales viennent pour l'essentiel de l'Afrique, de notre continent. Et donc, pourquoi ils viennent comme ça? C'est parce qu'ils ont mis des goulots, ils ont mis des nœuds qui empêchent les dirigeants africains de se dérouler et d'avoir la marge qu'il faut et de décider pour le compte de leur peuple. Ils ne peuvent qu'agir en vassaux, tout simplement. Maintenant que ces dirigeants de l'espace du Sahel ont décidé de couper ces cordons-là, de défaire tous ces nœuds-là et de commencer à décider par eux pour assumer la souveraineté et éveiller les consciences de tous les citoyens de leur espace, mais ça devient un danger réel pour l'ensemble des impérialistes. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont comprendre que s'ils laissent ce projet-là prospérer, mais c'est un effet domino, c'est une extension, c'est une expansion d'un nouveau leadership qui risque d'envahir toute l'Afrique. Et donc, ça veut dire qu'ils n'auront plus d'espace en Afrique pour justement piller les ressources dont nous disposons. En exil depuis 3 ans au Togo, l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé de tentative de déstabilisation de son pays, notamment les événements du 3 janvier dernier, donc a été arrêté et expulsé du Togo ce lundi. Finalement, est-ce que le Togo clarifie ainsi sa position sur ce dossier, surtout vis-à-vis de l'AES? Oui, moi je pense que c'est un acte de responsabilité, même si c'est un acte suffisamment grave, mais c'est un acte de responsabilité. Parce que vous savez,
il est question, dans le contexte géopolitique actuel, pour chaque État, d'avoir une position qui soit claire et d'adopter une attitude responsable, non seulement vis-à-vis de leur peuple, mais vis-à-vis aussi de leurs voisins. Le Togo a sans doute bien fait de récupérer Paul-Henri Damiba lorsqu'il a été renversé. Parce qu'évidemment, il n'est plus au pouvoir et sa sécurité n'était pas garantie, et bien sûr, dans son pays. Et donc, on peut lui accorder refuge dans notre pays. Mais maintenant, s'il devient un fardeau, il me semble d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, il a été averti. Donc, il avait pris des engagements fermes, parce que normalement, lorsque vous êtes un réfugié politique, vous avez une marge totalement limitée en termes d'action politique. Surtout quand vous devez mener des actions politiques qui visent à déstabiliser votre propre pays. Et donc, Paul-Henri Damiba devrait être un homme suffisamment averti. Et cela m'étonnerait qu'on n'ait pas eu à lui tirer, en tout cas, la sonnette à plusieurs reprises, pour qu'il ne se mêle pas précisément des situations, en tout cas des sujets politiques de son pays. Alors si malgré tout cela, il finit par créer des problèmes au Togo, parce que là, à travers ce qui se passe là, s'il est réellement responsable de tout ce qui se passe, ça veut dire qu'il veut créer un différend, mais sérieux, entre le Togo, le Burkina Faso et l'ensemble des pays de l'AES. Mais dans un tel contexte, si vous êtes à la place des autorités togolaises, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas d'autre choix que de le sortir, parce qu'en réalité, en le prenant, vous l'avez pris pour des raisons humanitaires. Vous ne l'avez pas pris pour l'utiliser comme un instrument qui va donc conspirer contre les dirigeants. Donc les relations entre le Togo et le Burkina Faso ont toujours été des relations propres et saines. Et tout comme les relations entre l'ensemble du Togo et l'ensemble des pays de l'AES. Et donc ce n'est pas l'individu Paul-Henri Damiba qui va venir remettre en cause justement la nature aussi saine de ces relations-là entre ces pays. Oh, mais sur les réseaux sociaux, on a pu lire ces dernières années, suite aux accusations des autorités burkinabées, que le Togo plutôt protégeait l'ancien président. Est-ce que là, finalement, il faut comprendre qu'il y avait dans l'ombre une procédure en cours? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, même pour qu'on puisse extrader une personne, je pense que ce n'est pas une expulsion, parce que l'expulsion, c'est que l'État dans lequel vous êtes réfugié peut vous faire un procès sur la base, bon, en tout cas, d'un certain nombre d'éléments dont la justice dispose, et elle peut décider de vous expulser. Et dans ce cas, vous devez quitter et à vous de définir votre destination, tout simplement. Mais ici, c'est sur requête ou demande expresse de l'État burkinabé. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit une fois dans un échange, en tout cas dans une interview qu'il a accordée aux médias de son pays, qu'il était en pleine discussion avec les autorités togolaises, puisqu'on se demandait, mais pourquoi, malgré tout ce qui se dit sur la personne de Damiba, le Togo réchignait à donc le ramener. Je pense que le Togo a fait preuve quand même d'humanisme. Parce que, vous voyez, lorsqu'un enfant court, il a un problème avec son papa ou quelqu'un, il court, il vient se réfugier dans votre maison. En fait, nos lois, nos règles du vivre ensemble veulent que vous puissiez le protéger. Et vous lui dites, non, écoutez, il est sous moi, je vais le protéger. Mais si pendant qu'il est chez vous, sous votre coupole, il continue à lancer des pics, il continue à lancer des pierres dans la maison de l'autre, il continue à monter des projets, mais funestes, contre justement la famille qui est en face, vous n'avez pas d'autre choix que de les libérer, sinon on n'aura non plus le choix que de vous traiter de complices, justement. Et toujours dans la même logique que nous enseignent ces événements sur le rôle des pays voisins, notamment le Togo, dans la gestion des exils politiques. Oui, disons que le Togo a toujours été un refuge pour beaucoup d'hommes politiques. Et ceci est tributaire, si vous voulez, de la vision même que les dirigeants togolais, depuis Yadéba, ont entretenue. C'est-à-dire qu'ils ne veulent avoir de problème avec personne. Ils essayent d'avoir une diplomatie qui compose avec tout le monde à la fois. Humainement, c'est bon. C'est bon parce que en société, on n'a pas intérêt à entretenir des différends de gauche à droite. Non. Mais peut-être que sur le plan politique, ça peut créer quelques difficultés. Surtout que les impérialistes, leur logique est de diviser pour régner. Donc,
avec eux, soit vous êtes dans un camp ou dans un autre. Mais lorsque vous avez une position plutôt transversale, ça les dérange. Mais bon, je pense que le Togo, de ce point de vue, arrive quand même à s'en sortir en adoptant une diplomatie assez disons, ouverte vis-à-vis de tous les dirigeants du monde. Et du côté du Burkina Faso, quel message le capitaine Ibrahim Traoré, son gouvernement actuellement au pouvoir, cherche-t-il à envoyer à la fois à l'opposition en interne, mais également à l'armée burkinabé? Non, je pense que c'est un vrai butin. C'est un vrai butin pour Ibrahim Traoré, mais aussi pour le peuple burkinabé. Parce que tel que les choses se disaient et vu l'engagement d'Amiba à vraiment se venger des dirigeants actuels du fait qu'ils l'ont renversé, l'État burkinabé était sérieusement menacé. Il était un fusible qu'il fallait absolument sauter. Et donc si aujourd'hui, finalement, à la suite de sa demande insistante, le Togo a fini par céder à lâcher Damiba, je pense que le message il est clair. Tout le monde doit comprendre qu'en fait, il n'est en sécurité véritablement que dans son pays. Et à cette condition qu'il se comporte en citoyen responsable. Et donc, c'est l'occasion d'interpeller tous ces citoyens, tout le monde, à comprendre que lorsque un pays est dans un contexte de guerre, les individualités ne comptent plus. La cause première qu'il faut défendre, c'est celle qui permet de mettre fin à la guerre et donc de lutter contre les terroristes, contre les ennemis de la nation. Parce que chaque citoyen n'a qu'un seul pays, il n'a qu'une nation. Et donc il ne peut pas travailler contre la survie et la vie même de cette nation-là. C'est l'occasion d'inviter tous les citoyens de l'AES à se mobiliser derrière le dirigeant, dès lors que ceux-ci ont donné la preuve qu'ils ne sont pas là pour eux, mais qui sont là pour défendre la cause commune, pour sauver les pays de l'AES et pour sauver les vies des peuples de l'AES. Pour conclure, cet épisode rapproche-t-il, selon vous, le Burkina Faso d'une stabilisation durable? Oui, je pense qu'en tout cas, c'est un acquis qui est quand même salutaire parce que, comme je le dis, Paul-Henri Damiba était devenu un élément central dans les projets de déstabilisation du Burkina Faso. Et donc, si on l'a sauté, je pense que c'est une défaite très grave pour les impérialistes qui comptaient sérieusement sur lui. Parce que pour avoir été dirigeant, il a donc pu avoir des ramifications, il a pu avoir des connexions qui lui permettaient donc de fluidifier ces genres de messages funestes contre l'État burkinabé. Et donc, si lui il a été sauté, je pense que c'est un pas décisif vers la fin de la guerre, en tout cas au Burkina Faso, même si on est conscient que ce travail doit pouvoir continuer parce que les impérialistes n'entendent pas renoncer tout à fait à leur...